d'être avec nous. Label colonie israélienne, les produits fabriqués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et dans le Golan seront désormais étiquetés par l'Union européenne. Israël voit rouge et suspend son dialogue politique avec Bruxelles. Binyamin Netanyahou dénonce une hypocrisie honteuse. Nouvelle frappe israélienne en Syrie, cette fois en plein cœur de Damas. Ce sont des médias syriens qui rapportent l'information. Côté israélien, aucun commentaire. Crise des migrants, le sommet de Malte se poursuit. Sur place, les dirigeants africains dénoncent une réponse européenne à 2 vitesses. Pourquoi les réfugiés africains n'obtiennent pas le même accueil que les réfugiés syriens? On voit ça dans un instant. 45% des voyageurs français avouent emporter des articles de leur chambre d'hôtel. Ça va des savonnettes aux pantoufles en passant par la lampe de chevet ou même les rideaux. Le détail dans un peu plus de 40 minutes. Enfin, Johnny Hallyday s'apprête à dévoiler De l'amour. Son 50e album sort demain. À 72 ans, on retrouve un Johnny plus engagé que jamais. Migrant, Charlie, Ferguson. On découvre ça ensemble en fin d'édition. Bienvenue à tous. Israël s'y attendait, mais n'en demeure pas moins rouge de colère. La Commission européenne impose désormais à ses États membres d'étiqueter les produits israéliens fabriqués en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans le Golan, comme le label bio ou le label Made in France. Eh bien, ces produits seront désormais labellisés colonie israélienne dans l'ensemble des supermarchés européens. Julia Galancia. La menace planait depuis longtemps, c'est désormais chose faite. La Commission européenne vient de donner son feu vert pour mettre en œuvre l'étiquetage obligatoire des marchandises en provenance des implantations israéliennes. Jérusalem-Est, Cisjordanie et Plateau du Golan compris, des territoires sous contrôle israélien depuis 1967. L'Union européenne assure qu'il s'agit avant tout d'une mesure technique visant à informer les consommateurs européens et non d'une décision politique. Settlements are illegal concerning international law. En ce qui concerne la loi internationale, les implantations sont illégales. Mais si des produits sont achetés quelque part dans le monde et qu'ils sont vendus comme produits israéliens, alors qu'ils n'ont pas été fabriqués ou produits sur le territoire israélien, la moindre des choses à faire est de le signaler sur les produits. Concrètement, cette décision oblige l'industrie alimentaire et la distribution de mentionner l'origine des produits sur les étiquettes. Jusqu'ici, les produits originaires des implantations israéliennes sont étiquetés comme fabriqués en Israël. Les produits concernés représentent moins de 1% du total des échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'État hébreu, soit 154 millions d'euros en 2014. Sans attendre, Israël a condamné l'annonce de la Commission européenne. Beaucoup parlent d'une discrimination inacceptable. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a au-delà de 200 conflits territoriaux. Et le seul conflit par rapport auquel une telle mesure a été adoptée est le conflit israélo-palestinien. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il s'agit d'un acte de discrimination qui n'a absolument rien à voir avec l'information qui est donnée aux consommateurs européens. Plus que l'impact sur la balance commerciale, le gouvernement de Benyamin Netanyahou craint que la mesure encourage le mouvement international de boycott d'Israël, BDS. Et après avoir été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem hier, écoutez la réaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en Israël. Il est interrogé par Maël Benoliel. L'objectif de cette mesure est de permettre aux consommateurs européens de connaître l'origine du produit qu'ils consomment ou qu'ils s'apprêtent à acheter en magasin. Malgré cela, ces produits sont évidemment toujours les bienvenus sur le marché européen. Ils devront juste avoir l'appellation d'origine appropriée. Ceci n'est pas un boycott. Comment pourrait-il s'agir d'un boycott si les produits sont encore autorisés à entrer sur le marché, comme cela a d'ailleurs été toujours le cas jusqu'à maintenant? Dernier point important, l'Union européenne a toujours été contre les sanctions, contre le boycott et contre l'isolement d'Israël. Alors en Israël, justement, on condamne cette initiative très fermement, une initiative perçue bel et bien comme un encouragement au boycott. Bonjour Emmanuel Narshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Alors on l'a entendu, pour la Commission européenne, c'est une procédure technique qui n'a rien de politique. Est-ce que vous recevez cette explication ? Non, absolument pas. Je crois que c'est une explication hypocrite
qui ne reflète absolument pas la réalité. C'est n'importe quoi, si vous me permettez de le dire. C'est la bureaucratie de Bruxelles dans son expression la plus hypocrite et la plus mauvaise. On voit un document qui est soi-disant un document administratif, alors qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est une volonté politique de créer ici une espèce de réalité politique qui devrait normalement être débattue ou discutée dans le cadre des négociations entre Israël et les Palestiniens. C'est l'Union européenne qui établit les frontières, c'est ce que vous nous dites. D'après le ministère des Affaires étrangères, l'Union européenne a pris comme responsabilité d'établir les nouvelles frontières d'un État palestinien ? Voilà, tout à fait. Au lieu d'encourager les Palestiniens à revenir à la table des négociations et à discuter directement avec Israël, tous ces efforts et toute cette énergie est investie pour que Bruxelles produise un papier dont le but est exactement cela. C'est un but politique et c'est quelque chose évidemment que nous ne pouvons pas accepter. Dans le même temps, Emmanuel Narchon, c'est tout de même, cette mesure, c'est une traduction en pratique des positions européennes sur le conflit, des positions internationales sur le conflit israélo-palestinien, à savoir que les territoires de Cisjordanie sont occupés illégalement par Israël. Oui, mais il faut savoir que le cadre pour résoudre de tels problèmes et de telles questions, ce sont les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. D'ailleurs, c'est une position qui est aussi acceptée par l'Union européenne, puisque les accords d'Oslo prévoient un cadre de négociation qui est toujours en vigueur. Donc, au lieu d'encourager les Palestiniens à revenir à la table des négociations, à Bruxelles, on a préféré choisir une autre voie, un autre chemin, en disant nous allons décider tout seuls quelles sont les frontières de l'État d'Israël. Et il faut dire que cela arrive à un moment où nous sommes les victimes d'une vague de terreur palestinienne. Donc en fait, c'est un cadeau aux extrémistes palestiniens. Et de facto, ça crée une situation de boycott. Depuis 70 ans, on n'avait pas vu ça. Des produits juifs avec une indication particulière, un label particulier pour des produits juifs. C'est une mesure antisémite. C'est une mesure antisémite, Emmanuel Narchon. C'est le directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères qui l'a dit hier. Vous êtes d'accord avec lui ? Ben écoutez, tout d'abord, il faut dire que c'est une mesure hypocrite. Et c'est une mesure qui est destinée uniquement à l'égard et à l'encontre de l'État d'Israël. Il y a dans le monde tellement de conflits territoriaux et le seul conflit par rapport auquel on exerce ce genre de mesures, c'est le conflit ici et contre des Israéliens. Alors c'est à chacun d'entre nous, je crois, de tirer les conclusions quant à la nature profonde de cette initiative. Merci pour cette réaction, Emmanuel Narchon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Alors on vient de le voir, Jérusalem dénonce donc une discrimination inacceptable. Et on se pose la question suivante, le boycott politique est-il légal? Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que cette initiative est un encouragement au boycott? D'abord, il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit d'un étiquetage. Ce sont deux choses différentes. Il s'agit tout simplement de retirer des accords douaniers entre Israël et l'Union européenne les produits israéliens qui proviennent au-delà de la ligne verte. Mais je vous rappelle qu'à l'origine, c'était Ehud Olmert, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce en 2003, qui avait accepté cette différenciation qu'aujourd'hui l'Europe met en pratique. Mais est-ce que cet étiquetage va conduire inévitablement les Européens à moins acheter ces produits et donc à les boycotter? Non, car le boycottage est illégal en Europe. Les plus grandes instances judiciaires européennes l'ont rappelé, qu'il s'agisse de la Cour de cassation en France ou de la Cour suprême du Royaume-Uni, ont déclaré à plusieurs reprises que le boycott en général et le boycott d'Israël en particulier est illégal, ont rejeté les différents pouvoirs en cassation des organisations BDS qui voulaient boycotter Israël, donc le boycott est illégal. Alors justement, est-ce qu'avec cette initiative, on dépasse le cadre du BDS, à savoir les appels au boycott venus de la société civile pour passer au pas peut-être qui précède un boycott institutionnalisé qui vient là des institutions européennes, des États européens? Non, encore une fois, il ne s'agit pas d'un boycott et le boycott est illégal. Si demain l'Union européenne impose un boycott, cela sera illégal et Israël pourra le contester à l'Organisation mondiale du commerce. Tout de même, les Palestiniens parlent, après cette initiative, d'un pas dans la bonne direction, mais insuffisant. Est-ce qu'Israël doit craindre que cette mesure ouvre la porte à d'autres initiatives qui concernera peut-être cette fois des produits fabriqués en Israël, à l'intérieur des frontières de 1967?
Non, encore une fois, puisque dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce dont est membre l'Union européenne et Israël, cela est illégal. Par ailleurs, cela ouvrirait la porte et cela exposerait l'Union européenne à des poursuites judiciaires en provenance, par exemple, du gouvernement chypriote ou en provenance du Polisario, qui exigerait de l'Union européenne d'appliquer les mêmes mesures aux produits provenant du Sahara occidental ou du Nord Chypre occupé par la Turquie. Là-dessus, il faut bien le rappeler, l'Union européenne a une politique de 2 poids, 2 mesures, puisqu'elle n'applique pas cette politique d'étiquetage à d'autres territoires contestés ou occupés dans le monde, dans son environnement le plus proche, je viens de rappeler Chypre et le Sahara occidental. Alors, c'est une initiative qui a été reportée plusieurs fois. Israël s'y attendait. Si elle est approuvée aujourd'hui, on va finir là-dessus, sur le fond, c'est parce que le dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens est gelé? Non, pas du tout. Cela fait partie de la stratégie palestinienne. Quelle est la stratégie palestinienne aujourd'hui? C'est de vouloir définir toute présence israélienne au-delà des lignes d'armistice de 1949 comme illégale, ce qui est faux. Et d'ailleurs, le ministre luxembourgeois qui est passé dans votre interview des Affaires étrangères se trompe. La résolution 242 du Conseil de sécurité n'exige pas d'Israël un retrait aux lignes d'armistice de 1949 dans le cadre d'un accord de paix, mais de retrait de territoires dans la version anglaise qui fait autorité à des frontières sûres et reconnues. Et par conséquent, il n'y a rien d'illégal dans une présence israélienne au-delà des lignes d'armistice de 1949 tant qu'il n'y a pas d'accord de paix. Et les Palestiniens, ce que veulent faire les Palestiniens en fait, c'est annuler de facto la résolution 242 du Conseil de sécurité et de faire de toute présence israélienne au-delà de la ligne verte une présence illégale. Ce n'est pas ce que dit le droit international. Merci Emmanuel Navon. Et c'est depuis Washington que Benjamin Netanyahu a réagi à l'initiative européenne. Le Premier ministre dénonce une hypocrisie, une décision qu'il a jugée discriminatoire et honteuse. L'étiquetage des produits originaires de l'État juif par l'Union européenne nous rappelle des souvenirs sombres. L'Europe devrait avoir honte. Elle a pris une décision immorale puisqu'elle ne concerne qu'Israël et pas les centaines de conflits territoriaux ailleurs dans le monde, alors qu'elle est le dos au mur face à une vague de terrorisme. L'Union européenne ne va pas nuire à l'économie israélienne puisqu'elle est assez forte pour supporter cela. Mais ce sont les travailleurs palestiniens et les entreprises israéliennes en Judée et Samarie qui seront touchés. Ceci ne va pas encourager la paix et certainement pas la vérité et la justice. C'est faux. L'Union européenne devrait avoir honte. Et Benjamin Netanyahu fait route en ce moment vers Jérusalem. Après une visite de 3 jours, il a quitté Washington cette nuit. Hier, il s'est entretenu avec John Kerry. Depuis Washington, on vous retrouve Daniel Ziri. Oui, bonjour Barbara. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a terminé sa visite hier avec une rencontre avec John Kerry avant de s'envoler de retour vers Israël un peu plus tôt que prévu puisqu'il est malade. Il souffre d'un mal de gorge depuis plusieurs jours. Pendant le rendez-vous avec Kerry qui était fermé à la presse, il aurait évoqué notamment la décision de l'Union européenne de marquer les produits en provenance de Cisjordanie par une étiquette spéciale, décision qui avait été fortement contestée par les États-Unis auparavant. Ils ont également bien sûr évoqué la situation en Syrie qui menace Israël, on le sait, et puis bien sûr le conflit israélo-palestinien qui était le point principal de cette rencontre. Kerry essaye toujours de trouver un dénominateur commun, un point commun entre Palestiniens et Israéliens pour relancer les négociations. Il aurait proposé à Netanyahou des mesures qui pourraient amener les Palestiniens à la table des négociations, notamment, selon des officiels israéliens, des mesures économiques. Autre titre ce matin, ces nouvelles frappes israéliennes en Syrie, cette fois en plein cœur de Damas. Ce sont des médias syriens qui rapportent l'information. Côté israélien, aucun commentaire. Mathias, que sait-on exactement ? Alors, ce serait passé dans la nuit, Barbara, selon des médias syriens, en tout cas des médias qui seraient proches des rebelles syriens. L'information n'a pas été relayée, ni confirmée, ni même commentée par le pouvoir à Damas. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de questions concernant ces frappes israéliennes, en tout cas attribuées à Israël, sur un convoi d'armes qui aurait atterri à l'aéroport international de Damas. Vous voyez ces images, cette boule de feu, aéroport de Damas, où à l'intérieur de laquelle, de cette cargaison, il y aurait des armes iraniennes à destination de Beyrouth et donc du Hezbollah. Voilà, et aucun commentaire côté israélien, c'est la tradition. C'est la tradition, c'est pas si jamais cela est confirmé, en tout cas si Damas accuse Israël, ça serait
la 13e fois qu'Israël, en moins de 2 ans, frapperait un convoi d'armes syriennes ou iraniennes. Ce qui est très important, ça serait la première fois, surtout depuis qu'il y a eu une partition du ciel syrien entre l'autorité américaine et l'autorité russe. Ça sera la première fois qu'Israël frapperait dans cette partie-là. Est-ce que ça a été fait de manière coordonnée avec le pouvoir au Kremlin? C'est la grande question, et beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, surtout sur cette affaire. Merci Mathias. Interviewé sur France 2, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'État actuel d'Israël n'est pas légitime. Il a d'ailleurs souhaité qu'un vote sur le rétablissement du territoire avant 1948 soit organisé parmi les réfugiés palestiniens. Ce qu'il faut retenir de cette interview choc avec Myriam Aman. Hassan Rouhani, le président iranien dit modéré, est attendu lundi et mardi à Paris. À quelques jours de cette visite censée rétablir les relations commerciales entre les deux pays, Rouhani se prête au jeu des interviews. On se souvient de son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad, qui s'en prenait avec verve aux Occidentaux et à Israël en particulier, n'hésitant pas à déclarer vouloir rayer l'État hébreu de la carte. Rouhani, lui, ne parle pas d'extermination, mais pour le président iranien, Israël est tout simplement illégitime. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'État actuel d'Israël n'est pas légitime. C'est pourquoi nous n'avons pas de relation avec lui, car nous ne le considérons pas comme légitime. Nous ne parlons pas de 2 États, mais d'un seul. Nous disons que toutes les personnes originaires de la Palestine telle qu'elle était dans ses frontières d'avant 1948 et qui constituait alors un pays, eh bien, toutes ces personnes doivent se réunir et voter. Et quel que soit le système qu'elles choisiront, nous serons d'accord avec ça. La question du nucléaire iranien a évidemment été soulevée. C'est l'accord signé avec les grandes puissances qui a permis à Téhéran de revenir dans le concert des nations. Le président iranien se veut très ferme. Téhéran n'a jamais eu l'intention d'obtenir la bombe atomique. L'Iran, à aucun moment, n'a souhaité fabriquer une bombe atomique, ni hier, ni aujourd'hui. Sur le dossier syrien, sans surprise, Hassan Rouhani réaffirme son soutien au régime de Bachar el-Assad. Pensez-vous que l'on peut lutter contre le terrorisme sans un État légitime à Damas? L'État syrien doit être un État fort pour pouvoir lutter contre le terrorisme. L'interview n'aura duré qu'une trentaine de minutes, au cours desquelles le président iranien aura su se montrer mesuré dans ses déclarations. Mais il ne faut pas oublier que l'Iran est une république islamique, donc religieuse, et que derrière le président, il y a les mollahs. Ce sont eux les véritables maîtres du jeu. Cela fait 4 nuits que ça dure, des heures entre migrants et forces de l'ordre. Ça se passe aux abords de la jungle de Calais, ce bidonville qui craque littéralement sous l'afflux de nouveaux arrivants quotidiens. Le maire de Calais demande l'aide de l'armée, tandis que les riverains vivent dans la peur. Océane Nicole. Jets de pierre, canons à eau et gaz lacrymogènes, les heurts entre migrants et forces de l'ordre sont devenus presque quotidiens à Calais. Dans la jungle, les migrants affluent chaque jour et le campement s'étend avec des conditions sanitaires déplorables que condamnent les instances internationales. L'ONU ou encore Médecins sans frontières ont récemment publié des rapports appelant les autorités locales à une prise en charge plus efficace et plus humaine. Les échauffements font suite aux mesures de blocage de l'Eurostar qui freinent leur passage en Angleterre. Depuis plusieurs nuits, ces clandestins s'en prennent même aux riverains. Vols et dégradations de propriétés privées, des panneaux de signalisation sont même arrachés pour contrer les nombreux policiers présents sur place. Des situations qui inquiètent les habitants. Très peur, très peur. J'ai fait les 4 pièces de la maison d'en haut, de fenêtre en fenêtre, pour savoir de quel endroit qu'il y avait, où est-ce qu'ils étaient, parce qu'on entendait claquer des poubelles à roulettes qu'ils ont volées tout partout. On a beau être protégé, mais bon, là en tête, parce que bon, on entend quand même crier, hurler. Donc ça nous fait peur quand même, parce que c'est impressionnant de voir ça. Face à ce regain de violence, les autorités locales ont dû prendre certaines mesures pour assurer la protection des riverains. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau et nous allons le traiter. C'est par rapport aux riverains qui, jusqu'à présent, certes, déjà subissaient quelques nuisances, mais jamais au point de ce qu'ils ont vécu cette nuit, où des migrants... Alors, il n'y a pas eu d'affrontement physique,
économique du tout, mais les migrants ont pénétré souvent dans leurs propriétés pour se procurer des objets pouvant servir à bloquer les camions sur la rocade. Un climat des plus tendus à Calais, dans cette région où vivent pas moins de 4500 migrants désireux de passer de l'autre côté de la Manche. Et en pleine crise migratoire, ce coup de gueule des dirigeants africains. 2 poids, 2 mesures. C'est ce que dénoncent les leaders de l'Afrique pour qualifier la réponse européenne à cet afflux de migrants. Des appels lancés au moment où se tient sur l'île de Malte ce sommet Europe-Afrique consacré à cette question. Myriam. Effectivement, et la question était donc posée, que peuvent faire les Européens avec les Africains pour tenter de résoudre cette crise migratoire, si tant est que cette crise migratoire soit également un problème pour l'Afrique, au-delà de la dénonciation d'une véritable discrimination entre le statut de migrant économique et celui de réfugié. Pour François Hollande, la réponse était claire, l'heure est à la concertation, mais également à l'investissement en Afrique. On l'écoute. L'enjeu, c'est de limiter les migrations et de faire que le développement soit la réponse. Il faut sûrement, et nous le faisons, contrôler nos frontières. Nous faisons aussi en sorte des bâtiments de la marine sont disposés en Méditerranée pour sauver des vies, mais aussi pour éviter qu'il y ait des passeurs, des criminels qui utilisent la détresse à des fins mercantiles. Mais nous devons surtout faire des politiques de développement. Effectivement, sauver des vies et puis trouver une solution à cette détresse économique qui pousse plusieurs centaines de milliers d'Africains, et pas seulement donc au sujet du Moyen-Orient et de crise politique, à trouver une vie meilleure. Des migrations économiques pour l'essentiel, et sur ce point, l'avis de l'Union européenne ne changera pas. Qu'ils viennent de Somalie ou encore du Niger, à l'exception de l'Érythrée, il ne s'agit pas de réfugiés politiques. La solution sera donc économique. Un nouveau fonds fiduciaire pour l'Afrique a été annoncé d'1,8 milliard d'euros, et ceci se rajoute aux 20 milliards d'euros d'aide au développement qui sont versés chaque année à l'Afrique par l'Union européenne. Voilà, et alors que la crise migratoire est loin de se résoudre, l'Allemagne, Angela Merkel, parvient difficilement, mais parvient à faire machine arrière. Effectivement, un signal contradictoire et extrêmement contesté que celui qu'Angela Merkel a envoyé cette semaine. Une Allemagne véritablement submergée avec plus de 750 000 migrants qui sont arrivés cette année. L'Allemagne qui a donné le signal de départ depuis le mois d'octobre pour la réapplication de la règle de Dublin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de renvoyer les migrants qui arrivent vers son sol, vers le premier pays où ils sont arrivés au sein de l'Union européenne, et ce donc avec l'application du droit d'asile selon sa première formule, ce droit d'asile que l'Allemagne voulait si fort réformer. Et le signal, il est venu après l'Allemagne également de la Slovénie, avec la fermeture des frontières également, et Angela Merkel a donné un signal très clair. Elle n'affirme pas aujourd'hui qu'elle est submergée, elle ne fait pas encore marche arrière, même si cela en a bien l'air, mais il faut coûte que coûte, dit-elle, renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Ce doit être la nouvelle priorité si on ne veut pas voir se dresser des murs à l'intérieur même de l'Union européenne. Et la Suède annonce pour sa part le rétablissement des contrôles à ses frontières. Objectif, gérer l'afflux ininterrompu de migrants qui, selon le gouvernement, menacent tout simplement l'ordre public. Un nombre record de réfugiés est arrivé en Suède. C'est le pays de l'Union européenne qui accueille le plus grand nombre de réfugiés rapporté à sa population. On écoute le Premier ministre suédois. Le gouvernement a décidé de mettre en place une frontière intérieure. Nous voulons également introduire des contrôles d'identité pour les passagers de ferry, car nous avons besoin de savoir qui se trouve sur ces bateaux. C'est à la fois une question de sécurité maritime, mais aussi une question d'ordre dans l'accueil des réfugiés. Et puis la liste s'allonge. Un autre pays est en train de dresser des barbelés à sa frontière pour gérer l'afflux de migrants. Il s'agit cette fois de la Slovénie. Après la Hongrie, l'Autriche, la Croatie et plusieurs autres pays européens, une réaction en chaîne qui fragilise l'espace Schengen. Les services secrets allemands ont espionné le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. C'est ce qu'a révélé hier la radio publique allemande. Écoutez la réaction du principal intéressé. J'ai demandé à l'ambassadeur de se rapprocher des Allemands pour voir ce qu'il en est, parce que quand on apprend ça, c'est désagréable. Et un mot de politique français ce matin également. Les sondages qui donnent le FN en tête au régional continuent d'inquiéter. Le Premier ministre Manuel Valls ne cache plus du tout sa volonté de créer un front républicain au deuxième tour. Betsabé. Oui, alors d'après le quotidien Le Monde, le plan de Valls pour faire barrage, c'est son expression, au Front National qui progresse inlassablement dans
dans les sondages, eh bien, c'est de s'allier donc avec cette droite dans les régions où le parti de Marine Le Pen pourrait l'emporter à l'issue du premier tour. Et le Premier ministre compte très bien faire une proposition à Xavier Bertrand, candidat républicain, en ce sens. Le but, ne pas se retrouver le dos au mur, ne pas attendre le dernier moment, d'autant que Manuel Valls le sait, il va devoir convaincre certaines personnes au sein de son propre camp. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à une certaine gauche. Exactement. Le PS, dans son ensemble, même considère que c'est une approche défaitiste. Prenez le Nord, où le Premier ministre est prêt à envisager la fusion des listes PS et LR. Martine Aubry n'apprécie pas du tout l'idée de Matignon. La raison est simple, la maire de Lille considère tout simplement que ce plan à la Valls aurait l'effet inverse en fait. Côté républicain, pas plus d'optimisme. Une fusion avec la liste socialiste, un proche de Xavier Bertrand considère qu'avec ce genre de stratégie, non seulement ça leur coûterait des voix à eux, les républicains, mais en plus avec ce plan, Valls tirerait une balle dans le genou de son propre candidat. Alors qu'en pense-t-on à l'Élysée à présent? Officiellement, on ne se mêle pas des élections, même si un conseiller dont les propos ont été rapportés avec délectation par le site d'Europe 1, on souligne que le but est, je cite, de réussir le premier tour et donc de ne pas décider a priori de ce que doit faire le Parti socialiste. À poursuivre, l'Élysée et Matignon ne sont pas du tout sur la même ligne. C'est bien le plan de Manuel Valls et non pas celui de François Hollande. Voilà, mais le temps presse. Il reste un peu plus de 3 semaines avant ces élections. Allez, on reste en France avec cette question. Quel doit être le statut du tampon hygiénique? Une question prise très au sérieux par les parlementaires. Ils doivent décider s'il s'agit d'un produit de luxe ou de première nécessité pour les mouvements féministes. La réponse est évidente. Reportage. Produits de luxe ou produits de première nécessité, les tampons et autres serviettes hygiéniques sont taxés à 20% en France, contre 5,5% pour les boissons sucrées par exemple. Et l'Assemblée nationale a visiblement décidé de ne pas changer cet état de fait, car elle a rejeté mi-octobre un amendement qui plaidait pour la baisse de cette TVA. Alors pour ces féministes réunis à Paris, l'heure est à l'action, d'autant qu'un nouvel amendement doit être examiné au Sénat la semaine prochaine. Ce qu'on est venu aussi surtout dénoncer, c'est le désintérêt complet pour cette question, parce que ça concerne la moitié de l'humanité dont tout le monde se fiche. Il y avait une quinzaine de députés au maximum le jour du vote de la loi et on dénonçait bien évidemment tous les propos autour, tout ce qui a pu être dit. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, s'était notamment illustré en rapprochant la TVA sur les tampons à celle des parcs d'attractions. À Bercy, on jure que la question est prise au sérieux, mais on redoute d'ouvrir le débat sur ce qui relève de la première nécessité et ainsi de créer un dangereux précédent. Par exemple, bien voir est une nécessité, alors pourquoi ne pas baisser la TVA sur les lunettes ? Mais la mobilisation autour de la taxe tampon est une déclinaison d'un mouvement en cours dans plusieurs pays anglo-saxons. Certains ont déjà des taux zéro de TVA sur ces produits-là, comme en Irlande. D'autres sont à taux réduit, d'autres encore sont à 20%. On demande, je dirais, une harmonisation européenne sur tous les taux de TVA à ce niveau-là. Le collectif a demandé un rendez-vous au président de la Commission européenne afin de réclamer gain de cause. À suivre, ce chiffre, 45% des voyageurs français avouent emporter des articles de leur chambre d'hôtel. Alors ça va des savonnettes aux pantoufles, en passant même par la pancarte « Ne pas déranger ». Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. On est de retour sur le plateau du Morning. C'est demain que la Fédération internationale d'athlétisme doit décider d'une nouvelle suspension, d'une éventuelle suspension de la Russie de toutes les compétitions athlétiques en 2016. Et à 24 heures de ce verdict, Vladimir Poutine a réagi pour la première fois aux accusations de dopage organisé et a ordonné une enquête interne. Gabriel Nolin. La Russie va-t-elle, oui ou non, être suspendue de toute compétition sportive ? Pour s'en prévenir, Moscou affiche une volonté de coopération. Nous devons mener notre propre enquête interne et garantir qu'elle soit le plus transparente possible. Je voudrais mettre l'accent sur ceci. Nous voulons garantir la plus grande coopération professionnelle avec les structures internationales d'antidopage. Ici en Russie, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous débarrasser de ce problème. Discours d'apaisement également de la part du ministre des Sports russe. Tout va se régler. Je pense que maintenant, nous allons proposer une coopération totale avec l'Agence mondiale antidopage.
J'ai accepté la démission du directeur du laboratoire d'antidopage de Moscou et maintenant je leur ai proposé de me suggérer un nouveau directeur, quelqu'un en qui ils aient confiance. La Fédération internationale d'athlétisme a donné jusqu'à vendredi à la Russie pour montrer patte blanche. Sinon, elle sera interdite de participation aux épreuves sportives internationales. Le rapport de l'Agence mondiale antidopage publié ce lundi avait accusé la Russie de pratiquer un dopage d'État. La présence d'agents de services secrets russes déguisés en membres de laboratoires antidopage et la disparition d'échantillons en grand nombre laissaient suspecter une implication jusque dans les hautes sphères de l'État. L'Agence mondiale antidopage craint que ce système de dopage institutionnalisé ne se retrouve dans d'autres sports ou pays. Son président, Dick Pound, voit dans le Kenya un de ses principaux suspects. Lors des Jeux Olympiques de 2012, le Kenya a remporté 11 médailles en athlétisme. Mais depuis, une trentaine de ses athlètes ont été suspendus pour dopage. La Russie risque de ne pas rester bien longtemps la seule dans le collimateur de l'Agence mondiale antidopage. Rudy, c'est donc le Kenya qui est lui aussi dans l'œil du cyclone, bien que ce pays n'ait pas été cité directement dans le rapport de l'Agence mondiale antidopage. Alors certes, on n'en parle pas dans le rapport, mais par contre on parlait énormément du Kenya dans le fameux documentaire de l'ARD qui a tout déclenché. Et puis pour faire le lien entre l'athlétisme au Kenya, le dopage, il suffit de regarder les faits, parce que même si le Kenya brille de plus en plus justement sur la scène mondiale de l'athlète dans ce qu'on appelle les courses de fond et de demi-fond, notamment à Pékin lors des derniers mondiaux, eh bien une trentaine de ces athlètes ont été suspendus pour dopage depuis l'année 2012. Est-ce qu'on est dans un cas similaire de celui de la Russie, à savoir un dopage d'État organisé, autorisé par le gouvernement? Non, là on est vraiment dans des cas très différents. Alors effectivement, en Russie, on est face à un dopage d'État organisé qui est là pour produire des champions, c'est-à-dire un dopage à but politique. Du côté du Kenya, c'est plus un laisser-faire ou un laisser-aller que l'on reproche. Les athlètes kenyans, eux, sont entourés par des sortes de mafieux, puisque évidemment l'athlétisme génère énormément de gains, donc des mafieux leur fournissent des produits dopants sans aucun contrôle. Et ce que l'Agence mondiale anti-dopage reproche aux Kenyans, c'est le laxisme de la fédération. Quand lors de la conférence de presse, on parle de Kenya, celui qui a dirigé l'enquête, monsieur Dick Pound, eh bien voilà ce qu'il répond. Regardez, si les Kenyans n'obtiennent pas de résultats sur le dopage, eh bien quelqu'un d'autre, on va le voir, quelqu'un d'autre devra faire le travail à leur place. Est-ce qu'il y a une volonté kenyane officielle de lutter contre le dopage? On se défend du côté du Kenya, et puis on met en avant les 150 000 $ qui ont déjà été dépensés dans des programmes antidopage. Mais il y a une vraie question, c'est la question des moyens. C'est cette question qui se pose. Pour lutter contre le dopage, eh bien, il faut des laboratoires qui soient vraiment indépendants, des laboratoires très bien équipés et très actifs. Et donc certaines voix, comme par exemple le président de la Fédération française d'athlé, Bernard Amsalem, pense que justement avant de sanctionner le Kenya, eh bien, il faudrait d'abord l'aider à se structurer dans sa lutte antidopage. En tout cas, réponse demain sur une éventuelle suspension de la Russie de toutes les compétition de 2016, une décision très attendue. Retour en Israël, une armée plus jeune, plus mince et plus forte. C'est l'objectif que s'est fixé le nouveau chef d'état-major de Tsahal. Il a annoncé une coupe budgétaire transversale, alors que l'armée en Israël, c'est 30% du budget annuel de l'État. Julien Gadi-Eisenkot s'attaque à un mastodonte, bien que les coupes budgétaires à l'intérieur de Tsahal, finalement, c'est un dossier récurrent. Ah oui, c'est même le leitmotiv annuel en Israël. À chaque fois qu'en fait on s'approche du vote au Parlement israélien sur le budget, on reparle du budget de l'armée, mais à chaque fois une levée de bouclier au sein du système sécuritaire. Et l'armée israélienne utilise un moyen de pression qui est assez classique en général. Ils annulent des entraînements de réservistes en disant regardez, si vous coupez les fonds, nous ne pourrons pas entraîner nos réservistes, vous ne serez pas protégés comme il le faut. C'est à chaque fois donc ce genre de leitmotiv. En fait, la raison de ce problème, vous l'avez dit, ça coûte très cher dans le budget. C'est 30% du budget, mais c'est 5% du PIB, donc de la richesse totale créée, et c'est énorme si on le compare avec d'autres pays. Regardez le poids des dépenses militaires dans la richesse créée par pays. Israël se place à la 2e place mondiale derrière l'Arabie Saoudite, même devant les États-Unis, évidemment, à 3,5% du PIB américain. C'est bien plus évidemment que le PIB évidemment qu'Israël. La France est en 6e position, donc on comprend un peu le problème. Notez que ce pourcentage en Israël, Barbara, était bien plus élevé avant la guerre de Kippour. Il était à près de 25% du PIB. Grâce à la paix avec l'Égypte, on a pu en Israël baisser les dépenses militaires parce qu'il y avait moins besoin de se défendre. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui le but est de rendre l'armée plus efficace,
plus rentable, plus jeune, en supprimant des dizaines de postes de colonels et de lieutenants-colonels, en désinvestissant dans les branches les moins importantes comme l'éducation, le rabbinat, le parquet militaire, etc., etc., et en investissant plus dans finalement les hautes technologies, les unités combattantes et en réorganisant les unités combattantes. Voilà, l'objectif donc de couper le superflu pour réinvestir de façon plus efficace. Exemple avec exactement. un campus militaire. De quoi s'agit-il ? C'est dans le désert du Negev, ça s'appelle le campus Ariel Sharon, ça a fêté ses 1 an hier, le 11 novembre, c'est un campus militaire comme vous l'avez dit. En fait, dans l'armée israélienne, les soldats font leur classe, ensuite ils vont en formation et ensuite ils vont sur le terrain. Et bien ces formations désormais seront délivrées dans ce centre pour la plupart des unités, on regarde ce reportage. Bienvenue dans le nouveau centre de formation de Tsahal, ou en d'autres termes, la base du futur conçue par l'armée israélienne. Dans ce lieu imaginé par l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, en plein désert du Negev, l'exigence principale est l'éducation via les hautes technologies. Ici, chaque soldat a son propre ordinateur et a accès à des moyens à faire pâlir d'envie les écoles du pays, comme par exemple des lunettes 3D pour visionner des présentations. Nous avons fait venir dans cette base les technologies les plus avancées d'Israël et du monde. Des films en 3D par exemple, grâce auxquels le soldat peut être en classe et comprendre plus facilement la structure de l'ADN. Étudier l'ADN dans les livres comme on le faisait auparavant est une chose, mais pouvoir l'observer en 3 dimensions face à soi dans une salle change totalement la donne. Autre différence avec les bases militaires classiques, les gradés et les soldats mangent à la même table et les corvées de cuisine et de ménage ne dépendent plus des soldats. Elles ont été confiées à des entreprises privées. Une véritable révolution dans la mentalité militaire qui voyait jusqu'à présent dans ces tâches le moyen d'inculquer la discipline aux soldats. En les supprimant, le but est de permettre aux jeunes recrues de Tsahal de se concentrer uniquement sur leur apprentissage. Et là encore, les méthodes d'enseignement ont été revues. Exit les amphithéâtres et les rangées de chaises, place aux tables rondes pour permettre les discussions, des changements qui, selon les officiers, portent déjà leurs fruits sur le terrain. Aujourd'hui, les soldats qui sortent de ce lieu sont de meilleurs mécaniciens, de meilleurs infirmiers. Ils sont professionnels et leur présence aura de l'influence dans les prochains combats de l'État d'Israël. Mais Moyen-Orient oblige, la politique n'est jamais bien loin. Derrière ce projet titanesque, on trouve une vision, celle de David Ben Gurion, le fondateur de l'État juif, qui rêvait de faire fleurir le désert du Negev. Tout ce transfert de milliers de soldats et de commandants dans le Negev est un projet sioniste, celui de rendre le désert habitable en allant rejoindre dans le sud les communautés déjà présentes. Nous sommes fiers de participer à cet effort national pour le renouveau du désert. La base de formation fête ces jours-ci son premier anniversaire. Si pour le moment l'échelon politico-militaire se félicite des premiers résultats, il est encore trop tôt pour savoir comment les infrastructures seront entretenues au fil des années et pour être certain que les budgets actuellement alloués seront maintenus pour conserver l'avancée technologique du site, un lieu qui d'ailleurs dépend en partie de millions de dollars de dons de philanthropes juifs de diaspora. Voilà, c'est un modèle d'éducation qu'a voulu mettre en place Tsahal avec ce campus. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait s'exporter ? Oui, il y a une partie qui peut être exportée aux civils, notamment les hautes technologies, donner des lunettes 3D aux élèves. En fait, ils sont partis d'une conclusion que la génération d'aujourd'hui ne peut pas étudier comme les générations d'avant. Donc on a changé le modèle d'éducation, on l'a vu pendant tout ce reportage, mais certains craignent le manque de discipline, notamment en Israël. On estime justement que l'armée a pour mission d'instaurer la discipline. En réalité, on l'a vu, ils ne marchent pas dans ces bases, ils ont le béret sur la tête, donc il y a une forte discipline. Alors oui, en effet, ça ne sera pas l'armée de l'époque où les soldats mettaient la main dans le cambouis tout le temps pour prendre leurs tâches, mais peut-être que ça donnera des soldats plus efficaces sur le terrain. Et en effet, ça va sûrement donner de l'idée aux écoles du pays pour investir dans l'high-tech et les ordinateurs, notamment l'ordinateur par élève. Je crois que beaucoup de pays voudraient arriver à cela. Merci Julien. L'Égypte continue de se vider de ses touristes. 10 jours après le crash de l'avion russe dans le Sinaï, le pont aérien se poursuit. C'est une véritable catastrophe pour l'industrie du tourisme à Sharm el-Sheikh. L'inquiétude est à son comble. À l'aéroport de Sharm el-Sheikh, les touristes continuent de fuir l'Égypte par centaines. La thèse d'une bombe qui aurait fait chuter l'avion russe et tuer 224 personnes le 31 octobre est de plus en plus probable. Et Moscou et Londres ont envoyé des dizaines d'avions pour rapatrier leurs ressortissants.
Il y a des Russes qui pensent que ce n'était vraiment pas du bon travail de la part du système de sécurité égyptien à l'aéroport, car personne ne sait ce qui s'est passé dans l'avion qui s'est écrasé. La période à venir s'annonce difficile pour le tourisme égyptien. Le pays commençait tout juste à se remettre de 5 ans de crise touristique depuis la révolution qui a fait chuter le régime de Moubarak et l'instabilité qui a suivi. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. L'Égypte venait de lancer de grandes initiatives pour relancer le tourisme autour de ses trésors archéologiques, comme des explorations dans la vallée des rois ou de nouvelles recherches à l'aide de radars dans les pyramides. Mais le tourisme de masse de Sharm el-Sheikh risque, lui, d'être durement affecté. On parle toujours de tourisme avec une drôle d'habitude. Elle concerne un Français sur 2 qui avoue emporter des articles de leur chambre d'hôtel. Alors ça peut aller du bonnet de bain jusqu'aux pantoufles et parfois même des lampes de chevet et des rideaux. Betsabé, c'est le résultat d'une enquête réalisée par une agence de voyage française. Exactement, 45% des Français interrogés donc lors d'un sondage réalisé sur 2000 personnes. 8 pays européens sont concernés et encore 45% ce sont ceux qui avouent, Barbara, ce ne sont pas ceux qui sont pris la main le séchoir dans le sac. J'ai bien dit le séchoir. Et oui, d'ailleurs, les objets favoris sont les articles de toilette. J'ai nommé savon, coton, shampoing, dentifrice, bonnet de bain. Il y a aussi les mini-sets de couture et autres bloc-notes, stylos bien sûr. Alors ça m'a inspiré pour un petit sondage au sein de notre newsroom. Alors les préférences de notre newsroom, ce sera les peignoirs, les pantoufles. Alors pas vraiment du vol, elles sont jetables. Vous pouvez avoir bonne conscience. L'après-shampoing, alors après-shampoing, ce qui signifie une fréquentation d'hôtel relativement classe quand même. Moi, j'ai pas eu d'après-shampoing dans les dernières fois où j'étais à l'hôtel. Ou encore la sortie de bain. Hein. On a tous les goûts ici. Mais ces rats d'hôtel, comme on les appelle, en tout cas c'est comme ça que les agences les appellent, aiment aussi un autre genre de cam un peu plus lourde. Vous avez la lunette des toilettes qui est régulièrement volée, ou encore les rideaux même. Alors plus surprenant, une quantité notable de sondés polonais expliquent qu'ils emportent avec eux la pancarte « Ne pas déranger ». Et alors pour ceux qui aiment les portes d'hôtel, il y a même ceux qui emportent le numéro de la chambre. Et oui, il fallait y penser. Et puis manque de classe ou petit bras, il y a même ceux qui s'acharnent à toutes sortes de ruses pour s'approprier le papier toilette. Regardez, vous allez voir cette vidéo. En fait, vous avez quelqu'un qui s'est filmé et qui explique comment retirer le papier toilette. Et une fois qu'il l'a retiré, l'idée, c'est de tordre le papier toilette dans tous les sens pour récupérer le tuyau du milieu, le petit embout de carton, le remettre et pour faire croire que vous avez utilisé par la méthode des plus naturelles tout le rouleau. Tout ça pour récupérer du papier toilette. Alors, c'est un sondage qui concerne les Français, mais ils ne sont pas les seuls à voler dans leur chambre d'hôtel. Bien sûr. Alors, l'appât de la chambre meublée a même raison du civisme britannique. Figurez-vous, les British sont 69% à voler selon un sondage publié par le Telegraph. Ils volent la Bible, ils volent des œuvres d'art, des cadres, de la vaisselle, et oui, et même des ampoules. Là aussi, il fallait y penser. Mais les pires voleurs, les pires rats d'hôtel, ce sont les Argentins, apparemment, toujours selon ce sondage publié par le Télégraphe. 73% avouent subtiliser quelque chose de leur chambre d'hôtel. Articles de toilette non inclus, ce ne sont même pas considérés comme du vol. Puis il y a les touristes de Singapour, d'Espagne, regardez, d'Allemagne, d'Irlande et de Russie qui complètent ce top 5 des rats d'hôtel. On n'est pas si mal fichus finalement, les Français. Merci Betsabé. À suivre, dans le morning, en pleine spirale de violence en Israël, les échanges entre les deux camps se font parfois de façon étonnante. Une chanson très célèbre en Israël a été récupérée par le Hamas et réponse du berger à la bergère. Un groupe de gardes-frontières israéliens en a fait sa propre version, les images tout en chanson. Après, un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Ce sera dans 2 petites minutes. On se retrouve tout de suite après. On
est de retour sur le plateau du Morning. La vague de violence terroriste se poursuit en Israël et pour l'endiguer, l'armée poursuit ses arrestations en Cisjordanie. Regardez ces images, elles ont été filmées cette nuit dans un hôpital de la ville de Hébron. Opération menée par des soldats infiltrés pour tenter d'arrêter un terroriste. Mathias, que sait-on exactement ? Alors ça s'est passé cette nuit et vous les voyez, ces hommes font partie d'une opération commando de soldats infiltrés des services secrets intérieurs, le Shabak, des commandos des gardes frontières, mais également des commandos de Tzahal, de l'armée israélienne. Ces derniers se seraient déguisés au départ pour pénétrer à l'intérieur de cet hôpital de la ville de Hébron en infirmière, en sage-femme, pour pénétrer à l'intérieur de l'hôpital. C'est la raison pour laquelle ils sont arrivés immédiatement à l'intérieur de la chambre de qui, je lis son nom, Azat Shebaran Shaladeh. C'est un Palestinien qui est né en 1995 et qui avait poignardé le 25 octobre dernier très grièvement un civil israélien à côté du village de Meitzad. Ça se passe entre le Gush Etzion et la ville de Hébron, qui avait ensuite pris la fuite et qui a été arrêté, qui a été en tout cas soigné par les Palestiniens dans cet hôpital de Hébron. Il fait partie d'une famille qui est connue pour être affiliée au Hamas et c'est la raison pour laquelle l'opération s'est réalisée cette nuit pour arrêter ce terroriste. Et au cours de cette opération, son cousin, qui est lui-même infiltré au sein du Hamas, a voulu s'en prendre aux forces israéliennes. Il en est mort il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Voilà pour le bilan et des images toujours impressionnantes de ces unités de soldats infiltrés. Et puis lundi, on se souvient de cette attaque au couteau dans le tramway de Jérusalem. Un attentat mené, vous le savez, par deux cousins âgés de 11 et 14 ans. Mathias, vous vous êtes rendu dans le quartier palestinien de Chouafat, d'où sont originaires les terroristes. On regarde ce reportage, on en parle juste après. L'image est terrible. Deux jeunes adolescents palestiniens attaquent avec des couteaux et paires de ciseaux un garde de sécurité dans le tramway de Jérusalem. Le lendemain, nous retrouvons leur famille dans le camp de Chouafat. Pour eux, ces enfants ont agi par désespoir et vengeance. Le père de celui qui a été blessé ne comprend pas comment son fils a pu passer à l'action. J'ai été surpris, c'est la dernière chose à laquelle je pensais. Je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à minuit et j'ai dû revoir la vidéo une vingtaine de fois où on voit mon fils attaquer pour pouvoir y croire. Mais au début, je ne croyais pas que mon fils avait fait ça, bien que j'ai vu des photos de lui sur Facebook, mais je me suis dit que c'était impossible. À la question de savoir pourquoi de jeunes enfants commettent des attentats, ce père n'a pas de réponse. Je suis vraiment surpris. Mon fils a 11 ans et demi. Sa place n'est pas dans un attentat. Le fait qu'il puisse penser à commettre une attaque est bizarre pour moi. Je n'ai pas d'explication. Il faudrait presque un psychologue, un spécialiste des enfants. Je ne comprends toujours pas comment il a pu prendre un couteau et attaquer. Le père du second adolescent est aussi présent, mais ne souhaite pas parler devant notre caméra. Il nous dit d'être en colère contre son fils, influencé selon lui par les médias sociaux et la télévision palestinienne. Une incitation omniprésente chez les jeunes de ce camp, des drapeaux du Hamas à ceux des Tanzim, la branche armée du Fatah. Une situation intenable pour le jeune chef du conseil du quartier. Je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé à Pisgat Zev, parce que c'est une réaction normale face à ce qui se passe ici. Mais la vraie raison de ces violences chez les jeunes, ce sont les médias sociaux. Oui, il faut des leaders politiques suffisamment forts pour encadrer ces enfants et leur apprendre à lutter contre ces violences. Mais Israël contrôle ce territoire et ne nous donne pas les outils pour les encadrer. Côté israélien, à quelques centaines de mètres du camp de Chouafat, la station de tramway où a eu lieu l'attentat, elle jouxte le quartier palestinien de Beit Hanina. Un tramway qui était censé rapprocher les quartiers arabes et juifs de la capitale. Pour ces Israéliens moins nombreux ici, 24 heures après l'attaque, le projet est encore loin d'avoir réussi son pari. Le tramway part de Beit Hanina, passe par Chouafat et c'est là que commence la tension. Les jeunes Palestiniens nous font des doigts d'honneur, se moquent de nous, nous insultent et essayent de nous intimider quand on passe par ces quartiers. Il n'y a pas assez de gardes de sécurité selon moi. C'est dans cette école qualifiée de salafiste dans le quartier de Chouafat qu'étudiait l'un des deux jeunes adolescents palestiniens. Et si on l'affirme, ces enfants n'ont désormais plus peur de la mort. Est-ce que ces enfants, Mathias, sont embrigadés, on l'a vu, dans ce camp de Chouafat, des drapeaux de différents groupes terroristes palestiniens ?
Oui, alors selon les parents des deux jeunes adolescents palestiniens de 11 ans et 13 ans, non. La réponse est non. Personne ne les a embrigadés. Le père, d'ailleurs, me dit en off, lorsque la caméra est éteinte, qu'il a supprimé les chaînes du Hamas et du djihad islamique, les chaînes de télévision. Et pourtant, lorsqu'on voit et lorsqu'on se balade dans ce camp de Chouafat, on voit des enfants qui imitent ces gestes-là. J'en ai vu une dizaine qui, avec un couteau en plastique, imiter, voilà comment je te plante, comment lui a tiré. Il y a une sorte d'imitation. Le Hamas est partout, omniprésent. Et d'ailleurs, on voit au fur et à mesure, j'y étais il y a un an, on voyait quelques drapeaux à peine du Hamas. En un an, il y a véritablement, en comptant un chiffre assez rapide, 100 drapeaux du Hamas sur un petit périmètre d'1 km². On voit l'omniprésence de ces groupes terroristes. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, ces enfants sont poussés et sont embrigadés. Voilà, sans oublier les smartphones et les réseaux sociaux très accessibles sur les ordinateurs de tous ces enfants. Ce qui est d'autant plus complexe, et on le voit, la tension est toujours de mise, c'est la proximité de ces quartiers juifs aux côtés de ces quartiers arabes, finalement, qui font la géographie de Jérusalem. Exactement. Pisgat Ze'ev, par exemple, qui a été aussi le théâtre du premier attentat d'un enfant de 13 ans contre un enfant aussi de 13 ans. C'est un quartier qui est coincé entre Beit Hanina, le quartier de Chouafat et le camp de réfugiés de Chouafat. On comprend donc que tous les quartiers sont embrigadés les uns dans les autres. Même si Nir Barkat a voulu créer ce projet du tramway, on le voit bien, c'est extrêmement difficile de mêler les deux populations, sachant quand même, en plus, et cela rajoute de l'huile aussi sur le feu, que la plupart des habitants de Beit Hanina, Chouafat et de ce camp de réfugiés travaillent dans les commerces du centre de la ville de Jérusalem, et aujourd'hui on voit que ça ne marche pas. Et dans cette vague d'attentats, des opérations de contrôle sont menées également et de façon quotidienne auprès des travailleurs palestiniens employés sur des chantiers de construction un peu partout en Israël. C'est un reportage, Mathias, que vous avez réalisé. Quartier de Har Homa à Jérusalem. Très peu de verdure mais beaucoup de grues. Ici les chantiers ne fleurissent pas qu'au printemps. Les ouvriers sont exclusivement palestiniens. Les premiers arrivent sur place à 6 h du matin dans ces vannes. Les uns après les autres, ils l'affirment sans pour autant se montrer. Ils disposent tous d'un permis de travail délivré par Israël. Nous avons tous un permis de travail. Nous venons de Bethléem, de Hébron et des environs. Et nous passons tous par le barrage de l'armée israélienne. La réalité sur le terrain est différente. À 4 h 30 du matin, très peu de présence policière sur la route en contrebas qui mène vers le sud du Gush Etzion, en Cisjordanie. Des patrouilles qui sillonnent les lieux à la recherche aussi de ces fameux travailleurs palestiniens illégaux. Des Palestiniens, comme dans le nord de la Cisjordanie, au sud de Hébron, qui cherchent par tous les moyens à pénétrer en Israël. Objectif, pour la plupart travailler. Mais certains en profitent pour commettre des attentats comme récemment à Tel Aviv, Petar Tikva ou Kiryat Gat. Ce n'est pas la nuit que nous allons voir ces travailleurs illégaux, mais au premier rayon du soleil. Ces derniers ne courent pas, ils rejoignent tranquillement l'autre côté de la vallée sans être inquiétés par les policiers. La police vient au barrage et me dit de repartir chez moi et parfois me laisse passer même si je n'ai pas de permis. Là, aujourd'hui, je n'en ai pas. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont comme moi, qui rentrent de manière illégale. Que faire? Nous voulons gagner notre vie. S'il y a des attentats, cela ne me regarde pas. Moi, je veux gagner de l'argent. Certains sautent au-dessus de la barrière ou passent comme moi à travers la montagne. Parfois la police nous poursuit, mais c'est comme un jeu. Parfois ils nous arrêtent et parfois nous y arrivons. Depuis la vague de violence, peu d'entre nous tentent leur chance pour entrer en Israël. D'autres ne se donnent même pas la peine de contourner les checkpoints. Ils dormiraient sur place, défiant les autorités israéliennes. La police fait des rondes toutes les nuits. C'est assez dangereux parce que des Palestiniens ne rentrent pas, dorment ici, mais nous essayons de les cacher. Une fois sur place, rien ne les empêche donc de se déplacer dans toutes les grandes villes israéliennes et de faire peser une menace sécuritaire jugée imprévisible par les services de renseignement. C'est par ce chemin que ces Palestiniens pénètrent de manière illégale en Israël, contournent le checkpoint de l'armée israélienne et rentrent dans les chantiers de Jérusalem. Et en pleine spirale de violence, les échanges entre les deux camps se font parfois de façon étonnante. Une chanson très célèbre en Israël a été récupérée par le Hamas et réponse du berger à la bergère, un groupe de gardes frontières israéliens leur répond. Julien, vous avez les images.
Je reste bloqué sur berger la bergère en imaginant l'un des deux camps en berger et l'autre en bergère. Donc on va se remettre dans le contexte. On a commencé il y a un peu plus d'un mois. À l'époque, on est aux heures les plus difficiles dans cette vague de violence. Il y a des attaques sanglantes tous les jours, parfois même jusqu'à 4 fois par jour. Il y a des émeutes en Cisjordanie. Et le Hamas n'est pas sur le devant de la scène. Le Hamas est un peu dépassé par les événements, donc il veut récupérer un peu la popularité qu'il a perdue. Il décide donc de publier une chanson, un clip de propagande. Le Hamas est assez brillant de ce genre d'exercice de clip de propagande. Et donc cette fois, il décide de reprendre une chanson d'un chanteur israélien extrêmement populaire ici, c'est Eyal Golan. Il a repris une chanson tout autant populaire qui s'appelle Celui qui croit n'a pas peur. Je vous propose d'écouter un extrait de la chanson originale, on va voir le clip, et tout de suite après la reprise du Hamas. Regardez. Bon, Barbara, vous l'avez compris, le but, c'est d'effrayer les Israéliens. On est vraiment dans c'est d'ailleurs en hébreu que c'est chanté, et pas en arabe. Pour que ce soit bien compris, et dans un très bon hébreu, c'est pour être bien compris par les Israéliens. Ils ont même utilisé des images de la guerre de 2014 pour rappeler des heures difficiles aux Israéliens, avec des images d'attentats, des images d'attaques. On tente vraiment de toucher au nerf des Israéliens. Le Hamas n'en est pas à sa première tentative. Justement, pendant la guerre de 2014, il avait publié une chanson qui s'appelait « Lève-toi et fais des attentats » pour faire peur aux Israéliens, mais ça avait été un flop total parce que les Israéliens l'avaient transformé en tube de l'été et danser en boîte de nuit sur cette chanson. Voilà, sauf que faut comprendre que ce genre de clip en Israël, c'est assez fréquent. Il y a toujours la réponse des deux côtés. On va voir donc la réponse israélienne. Je préviens, on reste vraiment dans le kitsch. C'est une réponse des gardes frontières israéliens. השיר שלכם, לנו גם יש איזה מסר בשבילכם. אם שוב תיגעו לנו ברע, מיד תרגישו את הכוח של מג"ב. עשיתם פה קצת בלגן, שכחתם שלכם זה כל כך מסוכן. עוד לא שלפנו נשקים, מוצלפי ונונצ'ה כולנו מספיקים. כי אין פה יחס כוחות בכלל, משמר הגבול סדיר ומילואים, קוראים לכל האזרחים, נגן עליכם בכל מקום, גם במלחמה גם שלום. Je voudrais juste dire que si le kitsch ne suffisait pas dans cette chanson, vous avez entendu, il dit si vous touchez encore à notre rabbin, il faut comprendre que le rabbin en l'occurrence c'est Eyal Golan, le chanteur israélien, parce que le plus grand crime de lèse-majesté pour ces gars de frontières, c'est qu'ils aient osé toucher une chanson de Eyal Golan. Ils ont dit le Hamas, s'il vous plaît, arrêtez de détruire nos chansons. Donc voilà, il faut comprendre vraiment, on est jusqu'au bout du kitsch. Si seulement la guerre pouvait se limiter à ça, on serait bien content. Un peu d'humour quand même dans cette guerre, la guerre en chanson. Et à contre-courant de ces violences, une rue de Jérusalem fait figure d'îlot protégé, là où la cohabitation entre juifs et arabes se passe sans problème. C'est un reportage d'Uri Shapira avec Léa Berdugo. Depuis le début de la vague de violence en Israël, Jérusalem se trouve au cœur des tensions. Faisant figure d'exception, cette rue nommée Canaé à Galil est l'exemple d'une coexistence pacifique entre juifs et arabes.
Ma famille habite ici depuis près de 100 ans, alors nous connaissons évidemment nos voisins. Nous sommes amis et tout se passe bien entre nous. Nous nous entendons très bien. La rue se trouve dans le quartier de Pat, à quelques mètres du quartier arabe de Beth Safafa. Avant 1967, cet endroit a été partagé entre Israël et la Jordanie. Après qu'Israël a annexé la partie est de la ville, nombreux sont les résidents arabes qui ont décidé de rester vivre aux côtés des Juifs. C'est même devenu une attraction pour ceux qui ne sont pas du coin. Ici, les gens sont sympas, ils ont un bon goût et ne sont pas cupides. Je préfère sortir de mon quartier et venir ici faire mes courses. Quelques rues plus loin, une école bilingue hébreu-arabe. Elle a été vandalisée lors d'un crime haineux commis par des extrémistes juifs. Pourtant, quand on leur demande qui est à blâmer, la réponse des résidents est plutôt surprenante. C'est Internet le responsable de tout ça. Internet détruira le monde. Cette rue semble être le dernier îlot de paix à Jérusalem. Alors que d'autres parties de la ville s'enflamment, elle offre un exemple de coexistence. À suivre dans le morning, Johnny Hallyday s'apprête à dévoiler De l'amour. Son 50e album sort demain et à 72 ans, on retrouve un Johnny plus engagé que jamais. Migrant, Charlie Ferguson, on découvre ça ensemble après un nouveau journal qui vous est présenté par Daniel Atlan. Record mondial des ventes en ligne. Hier, on célébrait en Chine la fête des célibataires, événement commercial qui donne lieu à une frénésie d'achats sur Internet. Cela a de nouveau permis aux géants du secteur Alibaba de battre un record de vente de plusieurs milliards d'euros, et ce, malgré la crise que traverse la Chine. Myriam Aman. Tout est prêt, même l'invité d'honneur, le très convoité Daniel Craig, qui lance le compteur à minuit pile. Un compteur qui ne cesse de tourner, il affiche le montant des ventes en temps réel sur Alibaba, l'équivalent chinois d'eBay. En 12 minutes, le site de vente en ligne engrange 10 milliards de yuan, soit 150 millions d'euros. En 12 heures, il atteint les 58 milliards de yuan, plus de 8 milliards d'euros. Un record. Oui, l'économie chinoise a été ralentie, mais le nombre d'acheteurs en ligne ne cesse d'augmenter rapidement. De plus, le nombre de produits proposés en ligne est également en augmentation chaque année. Donc, j'aurais été surpris s'il n'y avait pas eu de nouveaux records. Le 11 novembre a une signification toute particulière en Chine. Le double 11, le quadruple 1, symbole par excellence du célibat. Il serait plus de 200 millions en Chine. Le 11 novembre est donc consacré à tous les cœurs à prendre et surtout à leur portefeuille. Les célibataires ont un pouvoir d'achat important dans le pays et le géant du net Alibaba l'a bien compris. Dès 2009, il propose ce jour-là des milliers de produits à prix cassé, officiellement pour consoler les esseulés. Très vite, la fête des célibataires devient un véritable phénomène commercial. Ce jour-là, les célibataires préfèrent chercher sur Internet le produit de leur rêve plutôt que de se lancer à la recherche de l'âme sœur. Retour en France, c'est à chaque fois un événement. Demain sort dans les bacs le nouvel album de Johnny Hallyday, un 50e album studio que vous avez écouté religieusement, Rudy. Oui, Barbara, est-ce que vous êtes une JH ? C'est quoi ? Alors une JH, c'est un vrai ou une vraie fan de Johnny Hallyday, un inconditionnel. Bon, en tout cas, dans 5 minutes, vous serez, la réponse est non, alors, vous serez une JH. Alors pour vous expliquer pourquoi ce 50e album que vous voyez studio donc de Johnny est un événement. Alors j'aurais pu vous dire que Johnny c'est 50 ans de carrière, 40 disques d'or, 2227 chansons, 100 millions de disques vendus, 79 Bercy, 179 tournées qui ont réuni plus de 25 millions de spectateurs. Mais non, pour vous dire pourquoi un nouveau Johnny est un événement, il suffit tout simplement de lui laisser le micro. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. Oui, les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le bleu. Toutes ces choses qui avaient appris et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Comme donne leur vie, la
c'est vrai, je vous l'accorde. Johnny, c'est le meilleur. Johnny, numéro 1, et ce n'est pas par hasard. Mais revenons quand même à l'album. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc de l'amour, je l'ai dit, c'est 50e album studio de l'idole des jeunes qui ne le sont plus trop. Avec le temps, un album aux sonorités rockabilly et blues réalisé par l'un des talents de la musique française actuelle, un certain Yodelis, qui a emmené Johnny 10 jours en studio au mois d'août à Los Angeles, dans le plus grand secret, pour enregistrer un album qui se veut authentique mais aussi engagé, alors sans grandes orchestrations. Et quand je dis engagé, je pèse mes mots. Alors Johnny aborde de nombreux thèmes d'actualité, comme les attentats parisiens de janvier avec un dimanche de janvier, la situation des migrants aussi avec Valise ou Cercueil, ou encore les violences policières contre les Noirs aux États-Unis avec Dans la peau de Mike Brown. Donc le single écrit par Miosek et Yodelis lui parle d'amour. C'est pas facile de se faire un beau jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, 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 de l'amour. Voilà, De l'amour, c'est le nom de l'album, un album sur lequel on retrouve à chaque fois la crème de la crème des auteurs français. C'est toujours le cas pour les albums de Johnny. Oui, c'est une recette qui fonctionne bien. On se souvient des albums dans les années 80 écrits par Jean-Jacques Goldman ou encore Michel Berger. Alors Johnny applique cette même recette depuis 50 ans, s'entourer des auteurs qui sont dans l'air du temps. Alors toutes les musiques ont été écrites par Yodelis. Les paroles, elles, sont signées par des auteurs très réputés, voire bobos, comme Vincent Delerme, Jeanne Chéral, Christophe Miosek ou encore Aurélie Sada du groupe Brigitte. Bon, bref, cet album, certes, il est moins commercial, mais il a tout pour séduire les vrais fans de Johnny qui, quoi qu'il arrive, vont se ruer demain dans les bacs. Et peut-être même les autres, vous m'avez convaincu. Vous êtes une JH, ça y est. En devenir. Voilà, je m'attendais à la blague sur Laetitia, mais non. Ah non, ça sort demain. Comment ne pas succomber au charme de Johnny? Elle est cinéma à présent avec vous, Laetitia, 13 ans après Le Monde de Nemo. Pixar présente Le Monde de Dory. C'est la bande-annonce qui a été dévoilée. Tout à fait. Si vous ne souffrez pas d'amnésie comme elle, ce poisson chirurgien, vous vous souvenez certainement de Dory, l'autre star du Monde de Nemo. Et bien, comme vous l'avez dit, un nouveau film d'animation par les studios Pixar lui est dédié. Ça s'appelle Le Monde de Dory, une première affiche plutôt rigolote. Elle nage toujours droit devant. On va donc retrouver le petit poisson clown, son père marin, et puis Dory, bien sûr, qui se met à se rappeler de son enfance et elle va partir à la recherche de sa famille au large de la Californie. Regardez. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Je veux pas, je suis bien. Dory. Dory. Dory, on est en plein milieu de la nuit. Papa, elle nage en dormant. Elle parle dans son sommeil. Dory a toujours beaucoup parlé dans son sommeil. C'est pas nouveau. Passez-moi la clé anglaise. Je vais réparer ça. Mais si ça la reprend, si elle se remet à nager en dormant. Je suis sûr que c'était exceptionnel, t'inquiète pas. On va pouvoir se rendormir tranquillement. Dory ? Dory ! Dory ! Je me suis souvenu de quelque chose. C'est pas possible? Si? Attendez, ce serait comme une image qu'on a dans la tête et on a l'impression qu'on l'a déjà vue. Ah, déjà, j'ai employé le mot déjà, ce qui prouve bien que je me suis souvenu de quelque chose. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? Ma famille! Ils sont bien quelque part, il faut que je les retrouve. Je me suis souvenu de quelque chose d'important. Ah oui, important, c'était quoi? Il était question d'un crabe ou... Non. Non, une huître. Non. Un mollusque? Non. Un truc? Non. 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 Voilà, absolument adorable, toujours. Et l'amnésie de Dory, c'était un peu le gimmick du film, ce qui fait son C'est un des personnages les plus aimés de ça. l'univers Pixar, Dory. Alors le film a été réalisé par Andrew Stanton, qui est donc l'un des piliers des studios Pixar, qui avait réalisé Le Monde de Nemo, également Wall-E, mais qui avait aussi été derrière l'énorme flop qui avait coûté $200 millions au studio Disney. Ça s'appelait John Carter en
2012. Et même, en vérité, il ne faut même pas le mentionner, c'est le sujet tabou pour Disney. Bon, visiblement, les producteurs ont tout de même adopté la philosophie du plus célèbre, donc de ces poissons amnésiques. Vous vous rappelez ce que disait, vous êtes maman, hein, vous avez certainement vu Le Monde de Nemo. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle nous disait de faire quand la vie nous joue un mauvais tour, Dory? Non. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour? Je ne veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous? Nous nageons, nageons. Dory, arrête. Oh, 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 oh. Dory. J'adore la natation. Dory. Tant qu'on pourra nager, la vie vaudra Voilà, ça y est, tu m'as mis cette air dans la tête, je vais plus pouvoir m'en débarrasser maintenant. Pardon. Voilà, moi droit devant toi. Exactement, moi qui avais l'air d'Adèle depuis ce matin dans la tête avec sa nouvelle chanson Hello, Malin. Voilà, nage droit devant toi. Le Monde de Nemo, on peut le rappeler, ça avait été quand même Oscar du meilleur film en 2004 et c'est le deuxième film le plus rentable des studios Pixar avec derrière Toy Story 3 avec près de 936 millions de dollars à travers le monde. On verra si Le Monde de Dory fait un tel carton. La sortie en salle est prévue le 29 juin 2016. 29 juin, donc pour l'été. l'été. On peut nager droit devant nous. On tâchera de le faire aujourd'hui, derrière nous. Merci Laetitia. La COP21 se prépare à Paris. Hein. Vous n'avez pas pu y échapper. Et en marge de la conférence internationale sur le climat, eh bien, le public parisien pourra découvrir l'ITRI, un arbre connecté, une initiative franco-israélienne présentée lors de l'événement organisé par la mairie Paris de l'avenir. Benjamin Le Souef a pu voir pour nous le prototype entre Haïfa et Tel Aviv. Voilà à quoi pourraient ressembler dans l'avenir les arbres des villes. Le ITRI est l'arbre généreux, un objet de mobilier urbain connecté et autonome, alimenté à l'énergie solaire. C'est une véritable petite oasis moderne pour tous les promeneurs. Cette énergie donc est fabriquée grâce à la luminosité, pas que au soleil d'ailleurs, parce que quand il n'y a pas de soleil, ça produit. L'énergie est stockée dans une batterie qui la renvoie à des fonctions support, comme la recharge du smartphone, la lumière, l'alimentation de l'eau, parce que l'eau en fait vient par la condensation de l'air. L'humidité de l'air est ainsi récupérée, elle est filtrée, rafraîchie et on peut la boire. L'arbre offre aussi une connexion Wi-Fi gratuite. Présenté à la fin de l'été sur les berges de Seine, le projet de Michael Larcy et Bernard Bitan n'en est qu'au début. Un prototype est déjà exploité dans le parc Ramat Nadiv, entre Haïfa et Tel Aviv. Tout le monde trouve que c'est fantastique, sur papier. Ensuite, tout le monde veut le voir. Ensuite, tout le monde veut le voir fonctionner. Après, maintenant, on va espérer que tout le monde va le vouloir chez eux, dans leur ville. Les services du ITRI sont absolument gratuits. Une intention altruiste et pédagogique délibérée pour les créateurs. C'est un symbole éducatif qui est très très fort. Et si on a un symbole qui trône au milieu de la ville et se rappeler combien toujours on doit préserver la planète, et on doit faire des efforts, que ce soit l'énergie solaire ou que ce soit d'autres énergies qui peuvent exister, et ben l'arbre aura aussi rempli sa mission de se dire « Oh, coucou, attention, on a un devoir de préserver notre planète, on fait des conférences et on doit s'en souvenir tous les jours. Et pour s'en souvenir tous les jours, il faut l'avoir devant les yeux. » À l'occasion de la COP21, ce projet éco-citoyen franco-israélien sera exposé sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, parmi les 10 projets les plus innovants sélectionnés par la mairie, durant toute la durée de la conférence qui se tiendra du 3 novembre au 11 décembre. Et les préoccupations autour de l'environnement sont évidemment très présentes. Ici à Tel Aviv, c'est un forum sur les énergies renouvelables qui a permis de présenter des véhicules roulants grâce à d'autres carburants. Daniel Hoth et Daniel Atlan. Voitures de course électriques, scooters solaires ou encore véhicules intelligents. Le monde de demain se met en scène à Tel Aviv. Un monde sans pollution, silencieux et affranchi de la dépendance au pétrole. Start-up, ingénieurs, hommes politiques ou encore investisseurs, les acteurs les plus innovants sur la scène énergétique mondiale se sont donné rendez-vous durant 2 jours, avec un objectif, présenter au monde les énergies renouvelables de demain. Je pense que le futur des énergies alternatives et du transport intelligent réside dans des moyens de transport plus propres, plus collectifs et plus variés. Le but de ce salon est de rassembler des experts issus des 4 coins du monde et de disciplines différentes autour d'une même question. Comment pouvons-nous nous passer du pétrole ? Initié par le gouvernement israélien, ce salon s'inscrit dans une volonté des autorités de réduire de 60% la consommation de pétrole dans les transports d'ici 2025.
Notre gouvernement s'est fixé comme objectif de réduire la pollution en Israël ainsi que l'émission de gaz à effet de serre. Ce sont des objectifs difficiles à réaliser, mais nous allons réussir notre pari grâce aux innovations technologiques. Nous ne pouvons pas compter sur un changement de comportement de la population pour atteindre nos objectifs. C'est de la technologie dont nous avons besoin. Et si Israël mise sur la technologie, la France, elle, parie sur un changement des mentalités des consommateurs en mettant en avant les avantages pratiques des véhicules écologiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour qu'on contribue à une diffusion massive du véhicule électrique, c'est pas uniquement le considérer comme une technologie verte, mais c'est aussi comme considérer l'aspect plaisir. Et aujourd'hui, discuter avec des conducteurs de véhicules électriques qui sont ravis, c'est le plus autosatisfaction de notre gamme à nous, Renault. Et puis aussi le côté pratique. Clairement, le véhicule électrique doit être plus simple, doit rendre leur vie plus simple aux gens parce qu'ils ont du parking gratuit ou à des endroits privilégiés, parce qu'ils peuvent utiliser les couloirs de bus pour éviter les embouteillages. Ici, les arguments en faveur des véhicules propres semblent avoir déjà convaincu, mais si sur le papier le transport sans carbone a tout bon, les obstacles à sa démocratisation restent nombreux, le principal frein étant un coût trop élevé. La marge de progression reste donc très importante. Le véhicule électrique ne représente aujourd'hui que 0,5% du parc automobile européen. C'était bien ma couleur. C'est la fin de cette édition. Merci, voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve demain. Très belle journée. Portez-vous bien.